À contresens de l'éthique, de l'urgence écologique et des objectifs de santé, la consommation de viande est en augmentation en France. Pour analyser la situation et réfléchir aux moyens de lever les obstacles, l'AVF a organisé une journée d'études à l'Assemblée nationale le 19 juin 2023, sous le parrainage des députés Gabriel Amar et Anne Stambach-Ternoir. Thibaut Harpinon est doctorant en économie. Il s'intéresse aux identités alimentaires et nous a présenté les résultats de ses travaux de recherche sur la perception du végétarisme et du véganisme. Déjà bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Thibaut Harpinon, je suis en 3e année de doctorat en économie à l'université de Rennes et au laboratoire CREM, donc le centre de recherche en économie et management. Je vais soutenir ma thèse très prochainement, dans les prochaines semaines. Donc déjà, je remercie les organisateurs de cette journée pour l'invitation. Et donc ce que je vais faire un peu dans cette présentation, c'est dans un premier temps, je vais présenter donc un peu une étude économique de la consommation de viande, et je vais surtout me focus sur mes travaux et notamment un travail avec mon directeur de thèse dans lequel en fait nous on utilise la méthodologie de l'économie expérimentale pour essayer de lever les freins à l'alimentation végétale, et donc on va vraiment s'atteler à regarder au niveau individuel comment pousser les gens à aller vers des alimentations à base de végétaux. Donc juste un petit plan de présentation. Dans un premier temps, je vais juste présenter quelques chiffres un peu économiques sur la consommation de viande, donc sur tout ce qui va être aspect environnement, santé, bien-être animal. Ensuite, juste vous parler un peu juste de la méthodologie, un peu, et ensuite vraiment un cas concret, un travail de recherche avec en collaboration avec des médecins. Donc dans cette première partie, malheureusement, c'est pas des travaux que j'ai pu effectuer, mais c'est des travaux que j'ai eu l'opportunité de lire pendant ma thèse. Et donc notamment, ça sera sur l'impact économique de la viande. Donc très récemment, dans le journal Nature Food, qui est un des meilleurs journaux en sciences aujourd'hui sur l'alimentation, il y a une étude de Lucas et ses co-auteurs qui ont donc cherché à étudier les coûts cachés du système alimentaire en 2018. Donc ici, les coûts cachés du système alimentaire, ça va pas être uniquement les coûts cachés de la viande, mais notamment ils en parlent. Et donc ils ont estimé les coûts cachés du système alimentaire à 14 trillions de dollars, dont 5,7 trillions de dollars en impact sur le déclin des écosystèmes. Dans ce papier, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont pu évaluer au niveau individuel que chaque dollar dépensé dans le monde, donc c'est une étude sur 101 pays, donc dans chaque dollar dépensé en nourriture équivaut à 0,79 dollars en dommages pour les écosystèmes. Dans ces externalités, donc ces coûts cachés du système, ils considèrent, c'est leurs estimations, elles sont critiquables, mais c'est leurs estimations en tout cas, que 50% de ces coûts cachés proviennent de la consommation de viande. Et donc dans ce papier, juste pour terminer très rapidement sur ce papier, ils font une sorte de simulation où en fait ils prennent un scénario base, donc en base c'est tout le monde mange selon les recommandations de la FAO. Et donc juste en comparant ce scénario où tout le monde passe à une réduction de viande rouge, ils disent qu'on est capable de réduire de 4 trillions les externalités, donc 2,3 gigatonnes d'équivalent CO2. Donc ici, gigatonnes équivalent CO2, je l'ai mis en plus bas, en petit plus bas, ça équivaut à en fait une gigatonne, 1 milliard de tonnes. Et donc dans ce scénario, si toute la population abandonne le système recommandé par la FAO et passe au véganisme, on serait capable de réduire de 7,3 trillions les externalités, donc ces coûts cachés, dont là une réduction de 4,5 gigatonnes de CO2. Donc des impacts énormes dans des simulations sur l'environnement. Sur la santé humaine, on a aussi donc dans ce même papier, toujours le papier de Lucas et Al, ils estiment que les coûts cachés du système alimentaire en termes de santé humaine sont estimés à 8,3 trillions de dollars. Donc ça, encore une fois, c'est pour l'année 2018. Ils estiment aussi que chaque dollar dépensé en nourriture, donc en alimentaire, est équivalent à un coût de 1,15 dollars en coût dommage pour la santé. Ensuite, je voulais juste donner quelques autres chiffres de papier qui sont assez récents et qui font un peu des estimations économiques du coût de l'alimentation. On a notamment un papier de Springman en 2020 qui estime les coûts sanitaires de la viande rouge sur l'année 2020 à 285 milliards. Donc ça, c'est les coûts sur la santé uniquement. Et on a aussi un papier de 2016 où donc ils font un peu le même type de simulation que dans le premier papier que j'ai présenté. Et donc ici, même chose, ils comparent un scénario de base de la FAO. Si les personnes, si on réduit donc tous notre quantité de viande, on serait capable de réduire les morts prématurées et les morts évitées par an de 5,1 millions de personnes. Si tout le monde passe au végétarisme, 7,3 millions. Et donc si tout le monde passe au véganisme, 8,1 millions. Encore une fois, c'est des scénarios très idéalisés.
mais c'est juste dans ces papiers pour montrer vraiment l'impact des changements de régime alimentaire. Et donc les 3 leviers principaux, c'est pour l'amélioration de la santé et pour les morts évitées, c'est donc la réduction de viande rouge, la réduction de l'obésité qui est due donc à la consommation notamment de viande, et à la plus grande part de fruits et de légumes. Donc si on augmente notre part de fruits et de légumes dans l'alimentation, on permet d'éviter plus de morts. Enfin, juste pour terminer donc sur les aspects économiques, je vais vous parler juste de 2 papiers. Donc cette fois-ci, ça va plutôt parler côté bien-être animal. On a un papier encore une fois dans le journal Nature Foods qui est sorti très récemment, où en fait ils ont fait un référendum sur la taxation de la viande en Allemagne. Ils ont pris un échantillon de 2300 personnes et ils ont proposé plusieurs scénarios dans lesquels ils allaient proposer des scénarios de taxation de la viande. Et donc ils ont trouvé que en général, les personnes sondées, donc qui ont pris part à ce référendum, qui était un référendum hypothétique, avait peu de support pour une taxation de la viande. En revanche, le support il était augmenté lorsque l'angle d'attaque pour la taxation de la viande était plus focus sur le bien-être animal plutôt que sur le changement climatique. Et enfin, juste un dernier papier donc de Norwood et Lusk qui est un peu plus vieux mais qui est quand même méthodologiquement qui est très très puissant en économie. Ils ont estimé la propension à payer des gens pour le bien-être animal. Donc ils l'ont fait pour une douzaine d'œufs à l'air libre versus des œufs en cage. Donc ils ont montré que les personnes étaient prêtes à payer 95 centimes de plus pour une douzaine d'œufs élevés en air libre versus en cage, et plus $2 pour 1 kilo de porc élevé en extérieur comparé à de l'élevage intensif. Donc ça c'est vraiment juste des chiffres un peu économiques. Donc je vais reprendre un peu les graphiques qui ont été montrés avant parce que je trouve qu'ils éclairent vraiment très bien le problème qu'on a en France et donc le problème qu'il y a dans le monde donc qui a été évoqué plus tôt. En fait, on a une différence entre les mesures individuelles et les mesures agrégées. Donc on a un sondage Opinionway sur un échantillon représentatif où les Français en fait déclarent réduire leur consommation de viande. Il y en a 60% qui déclarent consommer des repas végétariens et 23% plusieurs fois par semaine. Donc ça c'est au niveau individuel. En revanche, quand on regarde la consommation agrégée, donc je vais pas étayer le graphique puisqu'il a été fait avant. En fait, on voit que la stagnation depuis 2013, elle a tendance à stagner. Et donc ici, en fait, nous, ce qui va nous intéresser avec la méthode de l'économie expérimentale, de l'économie comportementale, c'est qu'en fait, on va essayer de venir combler le fossé entre les intentions des personnes, donc ce que les personnes déclarent vouloir faire, et en fait leur comportement réel. Donc ici, encore une fois, l'économie expérimentale, c'est un parti pris méthodologique où nous, en fait, ce qu'on fait, on donne de l'argent à des gens et en fait, on leur propose, à partir de cet argent, on étudie en fait leurs décisions. Ici, dans nos méthodes expérimentales, ce que ça nous permet de capter, c'est une différence entre les intentions et les comportements, puisque les gens vont devoir vraiment dépenser de l'argent. Donc juste quelques exemples de travaux qui sont sortis récemment. Les gens en économie, les chercheurs cherchent à évaluer la propension à payer pour les alternatives à la viande et la viande cultivée aussi. Donc on commence à avoir une idée de ce que les gens sont prêts à payer pour manger des alternatives et de la viande cultivée. Le papier dont je parlais tout à l'heure, donc pour les propensions à payer pour les mesures pro bien-être animal, pardon. Ensuite, on a aussi des papiers qui ont cherché à savoir si les gens préféraient donner à des ONG à caractère abolitionniste versus welfariste. Et on a aussi, donc dans tous ces travaux, il y a beaucoup de travaux qui permettent en fait de ressortir des biais cognitifs. Donc on a notamment l'ignorance sincère. On a des gens qui ne sont clairement pas au courant de la manière dont sont élevés les animaux, mais on a aussi des gens qui, ce qu'on appelle de l'ignorance volontaire, donc des gens qui évitent cette information de manière pure et dure. On a aussi des papiers qui cherchent à évaluer l'impact d'informations sur l'alimentation carnée. Et on a aussi un papier qui n'est pas encore sorti, mais qui est actuellement en travail, sur notamment des gens qui sont carrément prêts à payer pour éviter d'avoir de l'information sur les conditions d'animaux en élevage. Donc quand on leur donne de l'argent, on leur dit vous pouvez dépenser une partie de cet argent pour éviter de voir de l'information ou une petite vidéo sur des animaux qui sont élevés de manière intensive. Et ils sont prêts à dépenser un certain montant pour éviter de voir cette information. Donc tout ça, ça nous a amené mon directeur de thèse et moi, et donc en collaboration, donc mon directeur de thèse Romain Espinoza, en collaboration avec Paco Maginot et Sébastien Demange, qui sont tous deux médecins généralistes, et Florie Montpereux, qui dirige l'Observatoire national de l'alimentation végétale, donc à essayer de venir étudier les comportements individuels. Et ici, on a décidé de se focus sur les médecins généralistes. Donc dans ce papier, ce qu'on a pris, on a réussi à avoir un échantillon représentatif de médecins généralistes en France, et on est venu tester l'impact d'une brochure d'information
sur l'alimentation végétale, qui a donc été développée par Paco Magino et Sébastien Demange, qui sont spécialistes, médecins généralistes spécialistes en alimentation végétale. Et on est venu tester l'impact de l'information sur les médecins généralistes. Donc ici, ce que j'ai dit, l'alimentation végétale, le passage à une alimentation végétale, des gains importants pour la santé humaine, l'environnement et le bien-être animal. Or, un constat qu'on a pu faire, c'est qu'un frein possible à la transition vers cette alimentation végétale, c'est potentiellement le manque de connaissances des médecins généralistes sur l'alimentation végétale. Donc notre question un peu de recherche, c'est est-ce que les médecins manquent de connaissances sur l'alimentation végétale? Et donc ici, ce qu'on est venu faire, on est venu apporter de l'information dans l'objectif d'améliorer la connaissance des médecins et donc de venir enlever des freins à l'alimentation végétale. Ce constat, il est parti donc un graphique très rapidement de données de Sébastien Demange, donc qui a fait sa thèse en médecine et qui en fait a récolté des données sur les patients végétariens et véganes. Et donc ici, donc sur le graphique de gauche, juste ici, vous pouvez voir en fait la proportion de patients végétariens ou véganes qui demandent conseil à leur médecin sur l'alimentation. Et donc en fait, on peut voir que la proportion de patients végétariens et véganes qui demandent conseil à leur médecin, elle est beaucoup plus importante quand les personnes sont végétariennes ou véganes depuis moins de 2 ans. Donc ici, en comparaison à ceux qui le sont depuis plus de 2 ans. Donc ici, ce que ça montre, c'est que le passage à l'alimentation végétale, une des clés, c'est quand on va aller chercher de l'information, on va aller se renseigner, une des premières personnes auprès de son médecin ou de sa médecin généraliste. Ensuite, sur la droite, on a un autre graphique qui utilise les mêmes données, mais cette fois-ci, on regarde la proportion des patients végétariens et véganes qui hésitent à déclarer des symptômes. D'accord? Donc ici, ça va être quoi? Ça va être quand vous allez aller chez le médecin, si vous suivez une alimentation végétale, vous allez cacher à votre médecin que vous avez des symptômes par la peur de la mise en cause de l'alimentation végétale. Et donc ici, on peut voir que si le médecin, dans les cas où le médecin généraliste a recommandé de manger de la viande, la proportion de personnes qui hésitent à déclarer des symptômes, elle est beaucoup plus importante que lorsque le médecin généraliste ne recommande pas de manger de viande. Donc pour vous présenter un petit peu le travail qu'on a fait dans cette étude, nous, donc on est parti de ce constat et on a développé donc une brochure d'information. Donc ici j'en mets juste 2 pages, dans laquelle en fait on a vraiment détaillé tous les macronutriments qui sont disponibles dans l'alimentation et donc avec l'alimentation végétale. Et on a donc informé les médecins des potentiels risques lorsqu'un patient en fait passe à l'alimentation végétale. Donc ici, j'ai mis juste la première page, donc le quiz des nutriments, on leur donne tous les nutriments, on montre qu'en fait, il n'y a aucun problème au passage à une alimentation végétale. Le seul petit problème qui pourrait être possible, c'est chez une personne végane, qui est végane, donc qui n'a consommé aucun produit d'origine animale depuis plus de 5 ans, il est possible d'avoir une petite carence en B12, qui n'est absolument pas dérangeante, puisque avec une complémentation en B12, elle est totalement compensable. Donc dans un premier temps, on donne les nutriments. Dans un deuxième temps, on a aussi un petit passage sur des populations spécifiques, les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes plus âgées, donc potentiellement des précautions pour les médecins. Et aussi, on leur donne les dernières avancées scientifiques en termes d'alimentation végétale. Donc comment est-ce qu'on fait ici? Donc on recrute un échantillon représentatif de médecins généralistes français. Et en fait, ces médecins généralistes déjà sont payés pour participer à cette intervention. Donc on a un groupe de 400 médecins généralistes qu'on divise en 2. Donc ils sont affectés de manière aléatoire, soit dans ce qu'on appelle un groupe de contrôle, où on en a donc 200, donc c'est la branche du haut, et ils vont simplement répondre à une enquête dans laquelle on a créé des indicateurs pour voir leur propension à conseiller le végétarisme et le véganisme et leurs pratiques médicales. Et ensuite, on a un groupe de traitement donc, qui va nous permettre de comparer l'effet de notre brochure d'intervention. Donc avant de répondre à l'enquête, les médecins dans le groupe de traitement répondent à la même enquête, mais sont exposés avant à cette brochure d'information. Donc ici, vraiment, l'objectif, c'est de voir est-ce que l'exposition à la brochure d'information améliore leur avis sur le végétarisme et le véganisme et leurs pratiques médicales. Donc comment est-ce qu'on mesure ça? On fait juste 2 études de cas, donc je vais essayer d'aller assez vite sur ça. Donc on leur présente le cas d'un homme de 27 ans qui est asymptomatique et sans antécédent particulier. Il mange aujourd'hui des produits d'origine animale, mais il souhaite devenir végétalien. Donc pas de viande rouge, ni blanche, poisson, produits laitiers, ni des œufs. Et donc cette personne souhaiterait avoir leur avis sur les risques pour sa santé associés à un tel régime alimentaire. Donc ici, je vais juste passer sur les questions qu'on leur pose. Ici, en fait, notre objectif avec cette mesure, c'est de venir calculer la désapprobation du véganisme. Donc à quel point les médecins vont essayer de pousser la personne loin, on va dire, du végétalisme. Donc j'ai mis véganisme, mais c'est végétalisme
véganisme ayant une forme un peu plus poussée que le végétalisme. On leur propose ensuite une deuxième étude de cas dans laquelle on leur dit que ce patient revient vous voir après 4 ans de végétalisme, sans complémentation, et il demande s'il faut faire une prise de sang à la recherche de carence. Donc cette personne déclare avoir une alimentation avec des fruits, des légumes, des légumineuses, des algues, des céréales, et ne présente aucun symptôme. Donc on propose aux médecins de prescrire un bilan biologique, et si oui, on leur propose une batterie de tests. Donc dans ces tests, tous les tests que vous pouvez voir en noir sont des tests inutiles pour le cas d'étude que vous avez ici. Donc si la personne ne présente aucun symptôme, tous les tests en noir sont donc inutiles. Les tests que j'ai mis en bleu clair, ce sont des tests de bonne pratique. Donc ce sont des tests de bonne pratique qu'on pourrait faire avec n'importe quel patient qui n'a aucun symptôme. Si on voulait s'assurer de sa santé, on prescrirait donc ces 2 tests bleus. Et en revanche, le test que j'ai mis en vert, donc pardon, on le voit pas très bien, ça ressort pas très bien. Peut-être à l'écran, ça ressort mieux ici. C'est ce qu'on appelle l'acide méthylmalonique urinaire. Et donc ça, c'est le seul test qui est capable de vérifier avec précision une carence en vitamine B12. Ensuite, juste pour la dernière partie, je vais peut-être l'expliquer à l'oral, ça sera plus simple. Pour la dernière partie, en fait, on propose aux médecins, on leur donne 2 €, donc ils sont payés 21 € pour participer à l'étude, et on leur propose 2 € en plus. Donc on leur dit, on vous donne 2 € en plus, donc vous allez être payé au final 23 € en plus, donc 23 €, pardon. Sur ces 2 €, vous pouvez donner n'importe quel montant entre 0 et 2 € en palier de 20 centimes pour que nous, chercheurs, on diffuse cette campagne d'information qu'on vous a présentée, donc ce petit livret d'information, à plusieurs médecins généralistes en France. Et donc on leur propose de participer financièrement à la diffusion du livret. Donc juste voilà, on a connecté nos données en juillet 2022, on avait un échantillon parfaitement représentatif. Je vais essayer de pas trop m'étendre sur les détails, plus sur les résultats de notre enquête. Donc ici, ce qui va nous intéresser, ça va surtout être la barre en vert en bas. Donc ici, ce que vous avez en vert clair, ça va être l'avis du groupe de contrôle. Donc c'est le groupe qui n'a pas été exposé à la brochure d'information, et en vert foncé, le groupe de médecins qui a été exposé à la brochure d'information. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a une diminution de la désapprobation, d'accord, de la désapprobation du véganisme. Donc nous, quand on a construit notre indice, on est capable de dire avec certitude que, en exposant les médecins à la brochure d'information, ça réduit leur désapprobation du véganisme, donc pour le patient qui souhaite aller vers le véganisme. Quand on regarde cette fois-ci les pratiques médicales, on a donc ici, on a en vert foncé une amélioration par rapport au groupe de contrôle des pratiques médicales. En revanche, on a un effet qui est positif, mais qui n'est pas significativement différent de 0. Notamment, en fait, cet effet, il s'explique ici. Si vous regardez toutes les barres, donc les barres pastel en général sont plus hautes que les barres foncées, sauf pour ce qu'on appelle le zinc sérique. Donc en fait, ici, on a fait une petite erreur dans notre campagne d'information. On a dit que dans la population générale française, il y avait des carences en zinc, sauf que les médecins l'ont interprété comme des carences chez les patients qui suivent une alimentation végétale. Mais on a quand même tout de même un effet positif sur les pratiques. Donc en général, cet effet positif, comment il se traduit ? Les médecins prescrivent un test inutile de moins quand ils ont été exposés à la brochure d'information que quand ils n'ont pas été. Et enfin, donc sur la distribution des donations pour la diffusion du livret, ici, donc on avait très peu d'espoir pour ces mesures. En fait, on a des chiffres un peu dans tous les sens, pour être très honnête. Donc on n'a aucune différence entre notre groupe de contrôle et notre groupe de traitement. Donc l'exposition à la brochure n'a pas eu un impact positif sur les donations. Donc on a notamment énormément de médecins qui n'ont rien donné et énormément de médecins qui ont donné 100% de la dotation. Donc ensuite, juste pour terminer très brièvement, donc ce qu'on a fait dans un deuxième temps, on a pris donc l'échantillon de 200 médecins, donc qui est représentatif, qui n'a pas été exposé à la campagne d'information, et on a récolté un peu leur avis sur l'alimentation végétale en France. Donc ici, ce que ça nous permet d'avoir le reflet des médecins généralistes en France sur l'alimentation végétale. Et donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que les médecins, ils ont un peu tendance à surestimer leurs connaissances générales en matière de nutrition, et notamment sur l'alimentation végétale, alors qu'en revanche, ils ont tendance un peu à sous-estimer le niveau de connaissance de leurs confrères.
Donc là, le 24%, c'est leur propre connaissance sur l'alimentation végétale. Ils disent qu'ils ont une très bonne connaissance. Et quand on leur parle du niveau de leurs confrères, ils disent qu'ils n'ont pas des bonnes connaissances. Donc il y a un peu une sorte d'ambivalence ici qui est assez drôle. C'est un résultat un peu drôle dans notre papier. Et ensuite aussi, on a donc ça, c'est possible que ça soit à cause de notre enquête, parce que bon, les médecins ont peut-être voulu apparaître comme pro alimentation végétale. Et donc il y en a 23% qui se disent avoir un avis général sur l'alimentation, enfin un avis sur l'alimentation alimentation végétale positif. En revanche, ils disent que l'avis général de leurs confrères et consoeurs sur les alimentations végétales, il y en a que 7% qui disent qu'il est bon ou très bon. Et enfin, juste donc pour terminer, on a les médecins en fait sont tout à fait conscients que ils dégradent en fait, il y a possibilité de dégrader la relation thérapeutique, donc leur relation avec les patients végétariens et véganes, puisqu'on en a 45% des médecins qui sont conscients du fait que certains patients cachent des symptômes. On en a 60% qui pensent que beaucoup de leurs patients se tournent vers des formes de médecine alternative comparées à la médecine générale par peur que le médecin généraliste ou la médecin généraliste mette en cause leur régime alimentaire. Enfin, juste un tout dernier graphique. En la fin, on leur a demandé donc aux médecins s'ils avaient connaissance de certaines plateformes sur l'alimentation végétale, donc notamment Végécantine, l'Undiver aussi, donc pour Laurent Beck qui va présenter juste après, et l'Observatoire national sur l'alimentation végétale, ainsi que d'autres ressources que les médecins peuvent utiliser, qui sont des ressources fiables. Et en fait, on voit que dans l'ensemble, on a largement moins de 20% des médecins qui ont des connaissances sur ces plateformes. Donc ici, ce qu'on s'est dit aussi, ça serait potentiellement informer les médecins de certaines plateformes qui sont à leur disposition pour les aider avec leurs patients, pourrait les aider. Et notamment ici, en fait, VGClick est donc un site qui est un site annexe de AntibioClick. Donc en fait, les médecins peuvent consulter en direct ce site VGClick. Ils peuvent rentrer les caractéristiques de leur patient qui vient les voir. Donc c'est un site qui a été développé par un de nos co-auteurs. Ils peuvent rentrer en direct les caractéristiques du patient qui vient les voir. Et ensuite, le site VGClick leur donnera les potentielles carences et les potentielles complémentations que dont cette personne aurait besoin. Donc juste ici, pour terminer un slide de conclusion, on s'est rendu compte qu'en fait, informer les médecins généralistes, ça pouvait être une solution efficace, surtout en termes de coûts, parce que nous, on est des économistes et ce qui nous intéresse, ça va être les coûts. Et notre brochure d'information, elle a rien coûté. C'est nous qui l'avons fait avec les médecins durables. Donc les coûts sont très très faibles. Il y a beaucoup de médecins experts qui collectent et compilent des données. Et en fait, on s'est rendu compte que les bénéfices étaient relativement importants. Souvenez-vous, on a juste exposé les médecins pendant 10 minutes à cette brochure et ensuite ils ont juste dû répondre. Ensuite, on est clairement conscient que les effets sur le long terme sont possiblement faibles. On a mesuré directement après l'exposition, donc on ne sait pas comment ces effets vont tenir sur le long terme. Et donc pour terminer, on a potentiellement, ce qui est intéressant ici, un effet de contagion de l'information. Donc ce qu'on espère, c'est que si on expose des médecins à une brochure d'information, ils vont potentiellement la diffuser à leurs collègues ou en parler à leurs collègues et donc potentiellement améliorer les prises en charge des patients végétariens et véganes et végétaliens. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie et donc si vous avez des questions, je reste disponible par mail.